Bonjour et bienvenue à la série de balados de la ville d'Ottawa, Ottawa, où nous parlons avec le personnel des programmes, projets et des initiatives de la ville. Aujourd'hui, nous parlerons des crues printanières. Allons-nous connaître les inondations printanières? Que fait la ville pour s'y préparer? Que peuvent faire les résidents? Pour tout savoir, restez avec nous. Au début de cet épisode, vous avez écouté un extrait musical intitulé Concrete par Visual. Comme à l'accoutumée, nous commençons et terminons chaque balado avec une ou un artiste de la liste de lecture tempo de la ville sur SoundCloud. Le lien de cette liste est dans les notes de l'épisode. Si vous restez jusqu'à la fin, vous pouvez entendre un autre morceau de Visual. Je m'appelle Chloé Saint-Onge, agente de communication ici à la ville d'Ottawa. Je m'appelle Brahim Aitouzinab et je suis agent de communication avec la clientèle de transport public. Et bienvenue au premier épisode de notre deuxième saison d'Ottawa. Si vous êtes un auditeur régulier, et nous savons que vous êtes plusieurs, vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé des inondations dans l'épisode 4. Nous avons donné des conseils sur la façon de gérer les eaux pluviales sur votre propriété et de les empêcher de s'infiltrer dans votre sous-sol. Nous avons mis un lien vers cet épisode dans les notes de l'émission. Vous y trouverez de l'information très pertinente, même si vous n'habitez pas près d'une rivière. Aujourd'hui, nous allons parler des crues riveraines. C'est ainsi que nous appelons les débordements de la rivière des Outaouais ou de la rivière Rideau. Le moment où ce phénomène est le plus susceptible de se produire chaque année est pendant la crue printanière, lorsque la neige fond et que les prévisions météorologiques annoncent des pluies un peu plus fréquentes. Ces dernières années, Ottawa a connu ses inondations les plus graves en 2017 et en 2019 et dans une moindre mesure en 2023. Avant de commencer, nous avons quelques remarques d'ordre administratif à communiquer. Les programmes et les services de la ville dont nous parlerons figurent dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi les trouver sur le site web de la ville, ottawa.ca/fr. Les notes contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la ville où vous trouverez l'archive de nos balados. Laurent Joliat est un ingénieur civil. Il possède une solide expérience en hydrologie et en gestion des eaux pluviales. Originaire de Suisse, il a obtenu son diplôme en génie civil avant de décrocher une maîtrise en hydrologie au Canada. Il a travaillé sur des projets de cartographie des plaines inondables et de gestion des eaux pluviales pour des cabinets de conseil privés en Suisse et au Canada. Laurent est entré au service de la ville d'Ottawa il y a environ 15 ans et il supervise maintenant une équipe d'ingénieurs et de biologistes au sein du groupe des opérations de gestion des eaux pluviales. Depuis 2023, il fait partie du groupe de travail sur les crues printanières. Laurent, bienvenue à Ottawa. Bonjour, merci de me recevoir. Ayant travaillé dans des pays différents, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lorsqu'il s'agit de cartographier les zones inondables dans différentes régions? OK, très bien. Donc, pour commencer, je vous dirais que l'approche ou les méthodes utilisées pour cartographier ces zones d'inondation, qu'on soit en Suisse, au Canada, à Ottawa ou à Vancouver, elles sont pas mal les mêmes. On utilise les mêmes outils. Donc, d'un côté scientifique, c'est très similaire d'une région à l'autre. On a toute une sorte de paramètres qu'on a inclus dans des modèles de calcul. Aussi, des fois, on utilise des valeurs d'observation des niveaux d'eau sur la rivière. On balance tout ça dans des calculs, des modèles, et puis ça nous permet de déterminer, voilà, statistiquement parlant, tous les 10 ans ou tous les 100 ans, le niveau d'eau et le débit à cet endroit dans la rivière devaient atteindre ce niveau-là. Et après, on prend ces résultats et on les superpose sur une carte topographique, ce qui nous permet de délimiter des lignes, justement la limite des inondations pour ces différents événements. Donc ça, c'est assez standard comme approche. Là où ça change, basé sur mon expérience, donc j'ai fait affaire avec des terrains plutôt montagneux en Suisse pour la cartographie. Et comme vous pouvez l'imaginer, donc lorsque vous avez une pluie qui va se déverser sur un versant de montagne, l'eau d'écoulement va s'écouler très rapidement sur ce versant de montagne, va rejoindre les petits cours d'eau, puis les plus gros cours d'eau. Et en l'espace de quelques heures, vous allez avoir des grandes crues avec beaucoup d'érosion, des fois des coulées de boue. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas vraiment se préparer plus que ça ou mettre en place des mesures de protection parce que la crue arrive très rapidement. Alors maintenant, si on compare ça avec la rivière des Outaouais, donc un terrain beaucoup plus grand, donc pour vous dire, la superficie
superficie du bassin versant de la rivière des Outaouais fait 4 fois la superficie totale de la ville de la Suisse. Donc, quand on a 50 cm à 1 mètre de neige sur ce bassin versant, quand ça se met à fondre, c'est des quantités d'eau gigantesques qui sont générées et qui finissent dans le cours d'eau et qui éventuellement créent des inondations. Donc, la taille du bassin, pour moi, c'était un choc. Quand je suis arrivé ici, on a des territoires beaucoup plus grands. L'autre chose, j'ai mentionné les vitesses d'écoulement. Bien, ici, comme vous le savez, le territoire est relativement plat. Et bon, il s'étend très, très loin, mais il est très plat. Donc, quand une goutte d'eau tombe tout en haut du bassin versant, tout en haut de la rivière Rideau, la rivière des Outaouais, ça peut prendre jusqu'à 7 jours pour qu'elle se rende à Ottawa. Alors, quand on a de la neige qui fond, des pluies, tout cela arrive de manière progressive et ça nous donne beaucoup plus de temps pour nous préparer quand il y a des inondations, ce qui est une très bonne chose. Donc, en fin de compte, malgré toutes ces différences qu'on peut voir en différentes régions, on se retrouve souvent dans les mêmes défis. Dans beaucoup d'endroits, les communautés se sont installées, on a construit trop près des rivières, à une époque, ma foi, où on comprenait moins bien les risques. Donc, que ce soit un rideau de montagne ou un grand fleuve, on revient toujours aux mêmes besoins. De bonnes cartes d'inondation, le plus précis possible, la mise en place de mesures de protection et une bonne préparation pour les inondations. À vous entendre parler, Laurent, on dirait que les riverains doivent s'habituer à avoir des inondations chaque année. Oui, alors malheureusement, les inondations font un peu partie de la réalité à Ottawa. Mais heureusement, sauf quelques exceptions dans les dernières années, les cas d'urgence sont quand même relativement rares. Je tiens quand même à noter que notre équipe de la ville garde en permanence un œil sur la situation pendant la période de crue et on est toujours prêt à augmenter notre intervention si les prévisions montrent que les choses vont s'aggraver. J'aimerais faire une petite parenthèse quand même. Je sais qu'on a tendance à surtout parler de la rivière des Outaouais, mais la rivière Rideau ainsi que les autres cours d'eau locaux sont aussi, eux, susceptibles de créer des inondations. D'ailleurs, c'est généralement eux les premiers à avoir leur niveau d'eau monter pendant le printemps, dès que la neige commence à fondre à Ottawa. En ce qui concerne la rivière Rideau, on voit son pic de crue habituellement arriver à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. Donc, on va avoir encore quelques semaines avant de voir ça arriver. Par contre, pour la rivière des Outaouais, on l'a un peu mentionné plus tôt, ça se passe beaucoup plus tard. Comme je l'avais mentionné plus tôt, les débits dans la rivière dépendent beaucoup de la fonte des neiges dans le nord de l'Ontario et du Québec. Donc, ça arrive beaucoup plus tard chez nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, mais bon, en tout cas, personnellement, je trouve ça toujours très surprenant de voir les niveaux d'eau le long de la rivière des Outaouais qui continuent à monter au mois de mai, alors qu'à Ottawa, on a l'impression des fois d'être déjà en été, la neige est partie. Donc, c'est juste pour souligner encore une fois cet effet à retardement qu'on trouve de ce bassin qui est gigantesque, qui s'étend tout au nord. Et comment la ville surveille-t-elle les rivières? Qu'avez-vous appris des expériences malheureuses de 2017 et 2019 afin d'atténuer les inondations? Alors, à la Ville d'Ottawa, on travaille vraiment en collaboration avec nos 3 offices de protection de la nature, c'est-à-dire celui de la rivière Rideau, South Station et la vallée Mississippi, et sans oublier bien sûr la commission de la régulation de la rivière des Outaouais. C'est vraiment eux qui surveillent et qui suivent tout au long du printemps la fonte et les niveaux d'eau un peu partout tout au long de cette période. C'est aussi eux qui nous donnent les prévisions à 2 ou 3 jours, ce qui joue un rôle très, très important pour nous pour qu'on puisse se préparer. Au-delà de ça, les prévisions sont pas assez fiables. C'est un peu comme la météo, finalement. Après 2-3 jours, on voit que les choses changent trop rapidement. Mais je dirais que dans les 2-3 jours, on a une assez bonne certitude de ce qui va se passer. Du côté de la ville, il y a toute une série de sites Internet qu'on utilise pour suivre l'état de la neige. On consulte aussi des prévisions d'Environnement Canada et d'autres services météo pour rester au courant des précipitations et des températures. Bien sûr, il y a le groupe de travail dont lequel je fais partie. C'est un groupe qui a été mis sur pied pour la première fois en 2017 pour répondre aux inondations qui ont eu lieu cette année-là. Et depuis 2023, c'est les travaux publics de la Ville d'Ottawa qui dirigent le groupe de travail pour la crue printanière. Et ce groupe rassemble des gens de différents services, donc services d'infrastructure, services d'immobilier, des relations publiques et des médias, de santé publique, le bureau de gestion, donc une expertise très variée de différents groupes, et un groupe qui se rassemble de manière très régulière durant la crue printanière.
Enfin, je tiens à souligner que quand même, si jamais les prévisions annoncent une inondation plus importante, ce que je ne souhaite évidemment pas, eh bien, le bureau de gestion des mesures d'urgence est déjà au courant. Ils sont très vite au courant de ce qui se passe et ils sont prêts très rapidement à prendre le relais pour offrir plus de soutien aux résidents qui seraient touchés. À Ottawa, on fait quelque chose d'assez unique. On fait exploser la glace sur la rivière Rideau avec de la dynamite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus à propos de ce processus-là? Oui, alors, effectivement, je vous dirais que la première fois que j'ai entendu parler de ces opérations de dynamitage, ça m'a pas mal surpris. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Mais pour vous expliquer ça un petit peu mieux, il faut rappeler que le groupe de travail pour la crue printanière commence à se préparer déjà bien avant la fonte des neiges. On commence souvent à surveiller les conditions dès le mois de janvier. Et c'est juste vers le mois de février-mars que la Ville d'Ottawa, en partenariat avec l'Office de protection de la nature de la vallée Rideau, commence ces opérations de dynamitage de la glace sur la rivière Rideau. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de briser la glace pour permettre à l'eau de circuler librement au printemps, pour éviter des formations de bouchons, de blocages de glace qui pourraient faire déborder la rivière dans les secteurs les plus bas. Alors, je vais aussi mentionner que plus tôt en automne, l'automne avant l'hiver, on installe des barrières flottantes à travers la rivière qui vont servir plus tard, lors de la fonte des glaces, pour ralentir l'eau en surface et pour limiter la quantité de glace brisée qui va descendre la rivière en même temps. Après ça, donc, vers la fin de l'hiver, on utilise des grandes scies, je pense qu'elles font un diamètre d'à peu près 2 mètres, les disques, pour découper des sections de glace. Et ça permet d'enlever plus facilement les gros morceaux de glace quand ils commencent à bouger vers l'endroit bas de la rivière Rideau et se déverser dans la rivière des Outaouais. Après ça seulement, c'est là que les opérations de cassage de la glace commencent. Et pour ça, on utilise, comme vous l'avez dit, des charges explosives. Je ne suis pas certain si c'est de la dynamite ou d'autres choses, mais alors, ce qui est certain, c'est que ça marche. Ça détonne. En tout cas, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, il est possible d'aller l'observer. C'est très sécuritaire, la zone est sécurisée et c'est vraiment très impressionnant. Une fois que cette glace est fissurée, on utilise un véhicule amphibie. Donc, c'est une sorte de grosse machine sur pattes qui peut aller autant sur l'eau que sur la glace. Et on l'utilise pour casser la glace à différents endroits et créer des zones libres. Encore une fois, quelque chose de très particulier à regarder. Parfois, on l'utilise même à l'embouchure avec la rivière des Outaouais, donc un peu plus bas, pour être sûr que la glace s'évacue proprement. Alors c'est ça, donc les opérations continuent tous les jours jusqu'à ce qu'on ait dégagé une longueur suffisante de rivière ou alors jusqu'à ce que le débit devienne trop élevé pour travailler en sécurité. Donc Laurent, voici la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va y avoir des inondations cette année? Alors pour être honnête, on ne le sait pas, du moins pas pour l'instant. Et c'est très difficile de prédire exactement, longtemps à l'avance, l'ampleur et même l'impact des inondations d'une année à l'autre. Mais je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui joue un rôle dans la balance. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels on garde nos yeux. Et puis ça va vous paraître assez évident. L'un des premiers paramètres, c'est évidemment la quantité de neige au sol. Plus on aura de neige sur l'entièreté du bassin versant, éventuellement elle va fondre cette neige et plus ça va être des quantités d'eau importantes qui vont s'écouler et c'est ça, donc ça va créer plus facilement des inondations. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose importante, c'est aussi la température. Ça, c'est relié à la quantité de neige, parce que la neige en tant que telle n'est pas un problème, c'est juste un problème quand ça commence à fondre. Alors, les températures qu'on va avoir dans les prochaines semaines vont jouer un rôle important sur la fonte de cette neige. Ce qu'on aime voir, c'est des températures minimales la nuit en dessous de 0, donc du gel la nuit, et la journée, on aimerait avoir des conditions positives pour que cette neige se fonde, mais très graduellement. Alors, évidemment, ça change d'une année à l'autre, mais c'est ça qu'on espère. Une autre chose envers laquelle on garde nos yeux, c'est la quantité de pluie aussi. Alors, c'est certain que la pluie va accélérer la fonte des neiges. En tant que tel, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu de pluie sur le bassin versant, mais trop, c'est une autre histoire. On veut éviter d'avoir 2, 3, 4 jours de pluie consécutifs, parce que tout ça, ça va faire un cumulatif des quantités de précipitations qui vont se déverser dans la rivière et créer des inondations. Donc ça, c'est les 3 points importants.
Maintenant, il faut aussi penser aux réservoirs. Donc, certains le savent peut-être, en amont de la ville d'Ottawa, donc dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, on a de nombreux réservoirs, donc des lacs qui sont, certains sont contrôlés avec des barrages et certains ne sont pas contrôlés. Mais on a un certain pouvoir, une certaine manière de pouvoir ralentir le débit, de pouvoir faire une sorte de tampon avec ces gros réservoirs qu'on a. Donc, ça va dépendre aussi de comment ces réservoirs sont gérés pour diminuer ce potentiel d'inondation. En 2017, par exemple, pour ceux qui s'en rappellent, on a eu 3 jours de pluie consécutifs au même moment où la rivière des Outaouais est déjà à son pic habituel du printemps. Alors donc ça a vraiment aggravé la situation. Donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il va y avoir des inondations cette année? Eh bien, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Il est trop tôt pour le dire. On espère évidemment qu'on va passer entre les gouttes cette année, mais on se prépare à intervenir juste au cas où la situation devrait venir plus sérieuse. Juste une petite parenthèse pour nos auditeurs à la maison. Ce podcast est enregistré la première semaine de mars, donc pour l'instant, c'est difficile de dire s'il va y avoir des inondations. Mais, à voir. Alors, Laurent, comment les résidents qui vivent près des cours d'eau peuvent-ils se préparer, préparer leur maison, leur terrain avant la saison des inondations? Oui, très bonne question. Donc, pour les gens qui vivent près d'un cours d'eau et qui pensent qu'il y aurait un risque d'inondation sur leur propriété, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour se préparer bien avant la saison des inondations. Alors, d'abord, si vous venez d'emménager dans le quartier, quelque chose de facile à faire, c'est simplement de parler avec vos voisins ou les gens qui habitent dans le voisinage. Et ils vont probablement pouvoir vous dire ce qu'ils ont déjà vécu, ou est-ce que l'eau commence à rentrer dans la zone. Ça, c'est de l'information qui va être, à mon avis, très importante pour votre propriété en tant que telle. L'autre chose à faire, évidemment, c'est de consulter les cartes des zones inondables. Juste pour comprendre si votre maison ou votre terrain, votre propriété est touchée par ces inondations. Vous trouverez toute l'information disponible en ligne sur les sites des Offices de protection de la nature ou même sur le site de GA Ottawa, qui est le site de cartographie de la ville d'Ottawa. Au cas où ce serait nécessaire, il y a plusieurs façons de se préparer pour des inondations potentielles. Par exemple, une bonne chose à faire serait de vérifier le sous-sol, si les fenêtres dans votre sous-sol sont bien étanches, sont bien fermées. Ça ne prend pas forcément une grosse inondation, une grosse profondeur d'eau pour créer des gros dommages. Vous pouvez avoir quelques centimètres, l'eau va rentrer et va remplir votre sous-sol. Donc, s'assurer que toute ouverture soit bien étanche, bien fermée, peut faire une grosse différence. Une autre chose, j'imagine que les maisons sont généralement équipées avec des gouttières ou des pompes de puisard, qu'on appelle sump pump. Donc, il faut s'assurer que l'eau qui qui s'écoule des gouttières et des puisards soit évacuée loin de la fondation, loin de la maison, pour éviter qu'elle rejoigne de nouveau la fondation. Et aussi, ça peut paraître relativement simple, mais s'assurer que le terrain autour de votre maison est orienté non pas à une pente positive vers l'extérieur de votre maison et non pas vers votre fondation, pour éviter que quand il y a de l'écoulement de surface, que ces eaux se retrouvent et s'accumulent contre votre fondation. Malgré ça, pour les personnes qui se trouvent dans une zone à risque, c'est quand même une bonne idée de retirer ou d'attacher tout ce qui pourrait être emporté par l'eau, des chaises de camping, ou on a même vu des bonbonnes de propane se promener par-ci par-là pendant la crue. Donc, mieux vaut éviter. Et puis, il faut absolument éviter que votre pompe de puisard ne tombe en panne. Donc, c'est bien d'avoir une pompe de secours ou une source d'alimentation de recharge. J'aimerais aussi mentionner qu'il existe des programmes de financement pour aider les résidents à améliorer leur protection. Chose à garder en tête. Et il y a aussi toute une panoplie d'informations sur le site web de la ville pour savoir comment protéger votre sous-sol et aussi quoi faire pour nettoyer si jamais vous avez une inondation, ce que je ne souhaite à personne. Donc, parlons de la protection et tous les moyens que peuvent utiliser les riverains pour se protéger. J'ai entendu parler des sacs de sable et est-ce qu'on va en avoir besoin? Et où peut-on se procurer ces sacs? Très bonne question. Alors oui, on a toujours des stations de remplissage de sacs de sable disponibles pendant la crue printanière. Si le risque d'inondation augmente pendant la crue, la ville installe des stations supplémentaires aux endroits stratégiques où on en a le plus besoin.
Donc, encore une fois, je recommande aux résidents concernés de vérifier sur le site web de la Ville d'Ottawa pour savoir exactement où ces stations se trouvent. Pour ceux qui pourraient avoir besoin de sacs, c'est une bonne pratique de penser à combien de sacs, évidemment, ils pourraient avoir besoin. Aussi se renseigner comment les remplir et comment les transporter chez soi. C'est des sacs qui sont très lourds, donc ça prend aussi un camion assez gros, dépendamment de combien de sacs on aurait besoin. Et aussi, un aspect important, c'est savoir comment les placer. Donc, c'est une chose de les mettre en place, mais si ce n'est pas étanche, eh bien, l'eau va passer à travers. Il y a toute une série de liens et de vidéos sur le site de la Ville d'Ottawa qui expliquent tout ça très clairement. Ces informations expliquent, par exemple, comment remplir un sac, comment les poser et comment s'organiser pour être vraiment efficace en cas de nécessité. Tout cela peut sembler évident, mais une fois bien préparé, je peux assurer que ça enlève beaucoup de stress. Et comment les résidents peuvent-ils obtenir les mises à jour les plus récentes sur les niveaux des rivières et l'information concernant les inondations? Un rappel pour nos auditeurs à la maison que tous les liens et les ressources mentionnées ici sont dans les notes de l'épisode. Alors, ça peut paraître évident, mais la façon la meilleure de se préparer aux inondations, vraiment, c'est de rester informé tant que possible. Je l'ai mentionné tantôt, mais ça vaut la peine de le répéter. Notre groupe de travail fournit toute une série d'outils de communication pour que les résidents puissent suivre tout en temps réel les niveaux d'eau et les prévisions à venir, y compris ce qu'on attend à voir dans les 2 ou 3 prochains jours. On a une page Internet sur ottawa.ca dédiée aux inondations où on trouve l'information la plus récente, y compris les conditions actuelles, les fermetures de sentiers ou de routes, les emplacements de sacs de sable, les soutiens pour les résidents touchés et toute une autre panoplie de renseignements utiles pour se préparer. Alors, ça vaut vraiment la peine de bien consulter ces pages d'information. On a aussi une page Facebook qui est spécialement conçue pour la crue printanière. On a une équipe qui s'occupe de la mettre à jour régulièrement, donc c'est une bonne source d'information pour suivre l'évolution de la situation. Et bien sûr, c'est bien de ne pas oublier le site des Offices de protection de la nature, puisque c'est eux qui publient les niveaux d'eau les plus récents, les prévisions et toute l'information importante sur l'état des rivières. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous pour cet épisode. C'était très intéressant. On vous remercie beaucoup pour toute cette information qu'on espère ne pas avoir besoin. Évidemment, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'est la fin du balado, mais pas de la discussion. Nous vous invitons à consulter ottawa.ca/fr pour obtenir plus de renseignements à ce sujet. Restez à l'affût des prochaines annonces concernant d'autres balados de la ville. On Ottawa voit bientôt de tout autre chose. Avant de vous quitter, voici un autre extrait de la chanson Concrete par Visual. Retrouvez le morceau complet dans notre liste de lecture tempo de la ville sur SoundCloud.